Bonjour à tous, merci de votre présence ce midi. Je pense pas que ça va durer 1 heure, la présentation d'aujourd'hui sur les ressources pour orienter les femmes de victimes. J'interviens en tant que sage-femme coordinatrice de l'équipe ressources. Alors, elle était hémi-régionale jusqu'à il y a peu de temps, mais maintenant elle est départementale, cette équipe ressources, puisque, je vais vous le redire tout à l'heure, mais maintenant il y a une maison des femmes dans le département de la Vendée. Et donc, quand il y a une maison des femmes, c'est la maison des femmes qui porte la coordination de son département. Voilà. C'est vers la maison des femmes que les professionnels de la Vendée, maintenant, doivent se tourner pour toute question en lien avec une problématique de violence faite aux femmes. Voilà. Donc, je changerai mon intitulé là, voilà, pour dire que maintenant, je suis référente sur le département de la Loire-Atlantique. On commence? Oui, c'est bon? Alors on y va. Aujourd'hui, on va parler des ressources pour orienter les femmes victimes de violences. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'on les oriente prioritairement. Donc là, juste une dernière précision, on parle bien des femmes victimes de violences intrafamiliales, qu'on nomme aussi par partenaire intime, ou alors la violence domestique. Donc, pour orienter une femme victime de violence, on interroge ses besoins lorsqu'elle est capable de les exprimer, parce que parfois, ça peut être très confus pour certaines victimes. Et commencer des démarches, ça peut paraître vertigineux quand on a décidé notamment d'acter une séparation. On peut être aussi face à des victimes qui vont développer des stratégies Faut que pour tu se télécharges protéger. un truc, hein. Pardon? C'est bon? Vous m'entendez bien? Je sais pas, j'ai entendu. C'est Oui, bon. oui, c'est bon. Il y a certaines victimes qui vont donc développer des stratégies pour se protéger, qui peuvent être du repli sur soi, de l'évitement, de la passivité. Donc ça va pas aider à démarrer, prendre des contacts, voilà, commencer à agir. Cette problématique, justement, elle casse les victimes dans leur capacité d'agir, à décider et à faire des démarches. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est en dehors de l'urgence, mais il n'empêche qu'il faut parfois quand même redonner les numéros d'urgence qui sont le 15, le 17 et le 114. Donc, les besoins des femmes victimes de violence, elles vont quand même dépendre de la situation. Est-ce que madame est à l'abri ou encore dans l'environnement des violences? Est-ce qu'elle est entourée ou isolée? Est-ce qu'elle a des moyens financiers, de la mobilité? Et surtout, c'est quoi le plus important pour elle? Parfois, le plus important, c'est d'abord ses enfants, par exemple. Alors, diapositive suivante. Si elle n'est pas à l'abri des violences, vous pouvez lui proposer de consulter le plan de sécurité sur le site Déclic Violence. Vous pouvez sinon lui imprimer. Et il y a différents items avant un épisode de violence. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle prépare en cas de violence, si la séparation est envisagée et après la séparation. Ça peut être une première chose que vous pouvez lui donner. Diapositive suivante. Et cette femme, souvent, elle a besoin de parler à un professionnel qui va l'aider à conscientiser ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle vit, parce que les violences, elles sont souvent banalisées depuis des années et elle a peut-être un peu du mal à s'y retrouver dans tout ce qu'elle a vécu. Diapositive suivante. Alors, elle veut parler. Peut-être que ce qui va l'aider, c'est au téléphone. Donc, il y a certains numéros qui sont accessibles 24 heures sur 24. C'est le cas du 39 19 et du 31 14. Euh, Ce 39 19, il est aussi accessible aux personnes sourdes ou malentendantes. Et puis, il est aussi multilingue, mais à ce moment-là, c'est sur rendez-vous. Donc ça, c'est un numéro d'écoute. Souvent, les femmes, elles disent, ah, mais moi, je pensais que c'était pour les femmes battues. Vous voyez, c'est un peu l'image qu'a le 39 19. Le 39 19, c'est un numéro de téléphone où on a accès à des professionnels de la problématique. Elles aident aussi certaines femmes à y voir clair entre ce que je vis, est-ce que c'est du conflit ou de la violence. Et ensuite, elles orientent. Quand on appelle le 39 19 ou les autres numéros que vous voyez ici
celui de l'aide aux victimes de France Victimes, là, le 116 006, avec les horaires. Celui pour l'écoute violence femmes handicapées, pareil. On reçoit un numéro, en fait, un numéro d'appel qui permet que lorsque la communication est interrompue ou lorsqu'on veut rappeler à distance, eh ben, on n'est pas à raconter une nouvelle fois ce qui a été dit lors des autres appels. Ces numéros de téléphone, pensez-y pour que les victimes puissent appeler notamment le week-end, quand tout le reste est fermé, par exemple, et qu'elles n'ont pas accès à un professionnel pour discuter, notamment. Diapositive suivante. Je vous ai noté d'autres numéros spécifiques, par exemple, pour les violences sexuelles dans l'enfance, viol femmes information. Tous ces numéros-là, ils sont gratuits, hein, bien évidemment. Un autre numéro pour les violences au travail. Et puis, s'il y a une problématique de mutilation sexuelle ou de mariage forcé, vous avez aussi les numéros de téléphone que vous pouvez appeler. Tous ces numéros de téléphone, vous pouvez les appeler en tant que professionnel pour avoir des informations. Si vous avez une question, si vous cherchez une orientation particulière, vous pouvez les appeler. Et puis, bah, c'est des numéros de téléphone pour les victimes. Diapositive suivante, un autre numéro de téléphone, parce que là, je sors un peu du sujet, mais quand même, je vous ai mis pour les mineurs le 119, les violences sur les réseaux 3018 et puis à l'école, le 3020. Tous ces numéros de téléphone, ils sont pour les mineurs. Et puis aussi, je vous ai rajouté quand même ce numéro de téléphone qui existe, je ne sais plus, depuis 2020, je crois. Voilà, pour la personne violente qui a besoin de se faire aider, le numéro de téléphone, ne frappez pas. Diapositive suivante. Voilà. Donc elle avait besoin de parler au téléphone et peut-être que le téléphone, pas trop, mais elle préfère chat. Donc le 3919 sur leur site internet, on peut les contacter par chat. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a des femmes qui disent non, parce que moi, j'ai peur. Qu'on enregistre tout ce que je dis dans la maison, donc je préfère chatter ou alors prendre un moyen de communication, le téléphone d'une copine, enfin voilà, pour pouvoir échanger. Il y a la plateforme d'accompagnement des victimes, qui est un dispositif du ministère de l'Intérieur. Ce sont j'ai perdu le diaporama. Ce sont des policiers et des gendarmes qui sont formés à l'écoute des victimes et qui discutent par chat. Voilà. Pareil, on a un numéro quand on se connecte pour cette plateforme numérique d'aide aux victimes. Et les éléments qui sont dans cette plateforme d'accompagnement, qui sont échangés avec les forces de l'ordre, elles sont transmises quand la victime veut déposer plainte, encore une nouvelle fois pour qu'elle n'ait pas à tout raconter ce qu'elle a déjà échangé par chat. Ce chat, il permet, par exemple, admettons quand même, parce que c'est arrivé, qu'il y ait quelqu'un qui soit séquestré, qui ne puisse pas appeler les secours, mais qui ait accès à ce mode de communication, de prévenir, par exemple, qu'elle est séquestrée. Et il y a déjà eu des interventions des forces de l'ordre grâce à cette plateforme. Cette plateforme, elle envoie aussi des signalements lorsque les éléments qui sont transmis des violences le justifient. Oui, le diapo, il sera disponible après, hein, pas de souci, hein. Voilà, ça c'est pour euh, chatter, en fait, si on préfère par rapport à discuter au téléphone. Diapositive suivante. Après, cette personne, elle a peut-être besoin de parler, mais ce qu'il lui faut, c'est du face-à-face. Donc, sur notre région des Pays de la Loire, donc, je vous ai mis les lieux d'accueil, d'écoute et d'orientation qui sont dans chaque département. Donc, il y a Femmes solidaires en Mayenne et il y a le collectif de solidarité femmes dans les 4 autres départements. Il y a aussi 2 lieux qui rassemblent divers professionnels, donc un à Saint-Nazaire qui s'appelle le 24 et un autre à Nantes qui s'appelle Citadelle.
un contact qui est vraiment très, très important sur tout le territoire, c'est l'intervenante sociale en commissariat et gendarmerie. Elles sont partout, ces intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie. Par contre, il faut prendre rendez-vous parce que c'est elles qui se déplacent. Elles sont professionnelles du département, mais elles se déplacent pour écouter les victimes dans les commissariats et les gendarmeries, finalement, au plus près de celles qui, par exemple, peuvent pas se déplacer. Donc, c'est quand même une écoute, un soutien, un accompagnement dans les démarches, et puis une orientation vers les partenaires compétents. Ces intervenantes sociales en commissariat, elles sont très, très importantes parce qu'elles peuvent aussi donner des informations sur l'évolution de la procédure quand il y a une procédure judiciaire. Donc, vraiment, elles font un travail pour les victimes et leur travail, bah, c'est les violences, pas que intrafamiliales, mais beaucoup les violences. Pensez aux infirmières azalées, parce que moi, j'en connais, qui sont sensibilisées à cette problématique et qui sont un lieu d'écoute en face à face pour parler de la situation et ensuite orienter les victimes. Diapositive suivante. Alors, peut-être que vous connaissez déjà, si vous avez déjà assisté à une visio comme ça, cette cartographie qui est accessible sur orientation violence femmes pdl.fr. Donc, il y a les 5 départements de notre région. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse. Et je vous ai mis, par exemple, pour les violences intrafamiliales, on peut cocher l'intervenante sociale en commissariat et gendarmerie. Et comme ça, vous avez le contact du secteur géographique que vous cherchez, quoi. Voilà, vous avez différents types d'accompagnement. Voilà, on coche en fonction de ce dont on a besoin. Diapositive suivante. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple de la permanence de solidarité femmes 85 qui se déplace au commissariat de police des Sables-d'Olonne, par exemple. Voilà. Euh, Ce contact, eh ben, vous pouvez l'imprimer pour le donner à madame. Il explique son travail, le type de violence, qu'elle propose comme accompagnement, les modalités d'accueil et comment les contacter. Voilà, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Et vous avez ça pour chaque contact, chaque orientation dans la cartographie des Pays de la Loire. Diapositive suivante. Il y a aussi des associations spécialisées dans les centres sociaux départementaux. Donc là, c'est un groupe de parole que j'ai trouvé, je crois, à Rezé, si je me trompe pas. Donc, il y a des initiatives locales. Je peux pas toutes les renseigner là. Donc, bah voilà, des fois il faut chercher ou parce qu'on commence à s'intéresser à cette problématique, il y a des victimes qui nous ramènent des lieux d'orientation, d'écoute et disent ah bah voilà, moi je suis allée là et donc vous voilà, en fonction de ce qu'elle vous fait comme retour, peut-être, ou si vous allez chercher un peu plus loin ce qui se passe dans ce lieu d'écoute, de groupe de parole, ben, vous pourrez orienter d'autres femmes éventuellement. Diapositive suivante. Alors, cette femme, est-ce qu'elle a besoin de connaître ses droits? Si c'est le cas, vous pouvez l'orienter au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF, qui est partout. Bon, malheureusement, le CIDFF subit des coupes budgétaires régionales. Donc, il y a des permanences qu'ils assuraient qui peuvent plus assurer parce qu'ils ont plus du tout le même budget. Il n'empêche, ils sont quand même beaucoup présents sur le territoire des Pays de la Loire. Et j'ai bien entouré information en rouge parce que eux, leur travail, c'est vraiment d'informer. Diapositive suivante. Quand on veut un conseil précis sur sa situation, notamment matrimoniale, familiale, la garde des enfants, etc., le CIDFF ne le fera pas. Il faut un avocat. Pour un conseil individuel, c'est indispensable. Vers qui on se tourne? Des maisons de l'avocat, il y en a un peu partout, des points d'accès au droit. Donc, ça va pas être un accompagnement juridique tel qu'un avocat privé, mais on peut déjà avoir un certain nombre d'informations au CIDFF, de conseils sur sa situation, voilà, ponctuellement. On peut aussi aller dans une maison de justice et du droit. Voilà, il faut bien avoir en tête que quand on cherche un conseil, c'est que les avocats. Diapositive suivante. Donc, le CIDFF, son travail, c'est de l'accès au droit, c'est la lutte contre les violences et c'est
des thèmes sur l'emploi, la formation et la création d'entreprises. Et comme les trois peuvent être liés, eh ben, on a toutes les informations dans un même lieu. Donc ça, c'est vraiment précieux comme orientation. Diapositive suivante. Le conseil qu'il faut absolument donner aux femmes victimes de violences et qui disent, ben moi, voilà, je vais me séparer et puis éventuellement, bah, il y a des enfants, hein, mariés ou pas. Donc, la séparation dans un contexte de violence, ça se prépare. Voilà, ce qui serait l'idéal. Dans l'idéal, c'est de pouvoir bien préparer cette séparation euh, avant, notamment de l'annoncer à son conjoint. Diapositive suivante. Alors, elle peut avoir besoin d'un hébergement. Donc, à qui elle va s'adresser, cette victime? Eh ben, faut l'orienter. Alors, si elle a les moyens vers des bailleurs privés, hein, bien sûr, elle aura peut-être d'ailleurs pas attendu que vous lui disiez, mais enfin bon, voilà, elle peut quand même déposer des dossiers dans le privé, et puis sinon, aller voir une assistante sociale de secteur dont c'est le travail. Dans les mairies, il y a souvent, enfin, en tout cas, moi, je les connais très, très bien pour le département de la Loire-Atlantique. C'est pas dans toutes les mairies, mais il y en a beaucoup qui ont signé un contrat local sur les violences sexuelles et sexistes, avec, dans ce contrat, un protocole de mise à l'abri et des procédures d'urgence sociale. Mais pour avoir accès euh, à ces procédures, de toute façon, il faut passer par l'assistante sociale de secteur. Voilà. L'hébergement. On peut bénéficier d'aides financières, par exemple. Donc là, alors, en passant par l'assistante sociale de secteur, elle va faire le point sur tout ce dont la victime a droit. Et sinon, on peut se présenter à la CAF, faire une demande d'aide d'urgence qui est spécifique pour les femmes victimes de violences conjugales. Cette aide d'urgence, elle va être attribuée sous condition de ressources. Et en fonction de ces ressources, il faut bien savoir que cette aide, elle peut être, on peut demander à la victime de la rembourser. Voilà, elle n'est pas donnée comme ça. Voilà, ça c'est pour l'hébergement et l'aide financière. Cette femme victime de violence, elle va peut-être elle va peut-être émettre comme besoin celui d'être protégée. Diapositive suivante. Alors, avant de passer par la case dépôt de plainte, il faut savoir qu'il existe un dispositif qui s'appelle l'ordonnance de protection, qui pour protéger les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Et je vous ai mis le lien du site sur lequel ils répondent à différentes questions. Les conditions pour obtenir la délivrance d'une ordonnance de protection, la procédure, les mesures qui peuvent être prononcées, l'ordonnance provisoire de protection immédiate et l'exécution de l'ordonnance de protection. Donc voilà, ça c'est pas, enfin vous pouvez bien sûr hein, aller voir ce qu'il en est, mais c'est pas notre travail d'expliquer ce qu'il en est. Parce que de toute façon, pour faire une demande d'ordonnance de protection, c'est pour être protégé sans passer par le dépôt de plainte. Il va falloir quand même se faire aider pour remplir cette ordonnance de protection. Hein, on le fait pas tout seul sur la table de la cuisine, c'est pas une bonne idée. Parce que ensuite, cette demande d'ordonnance de protection, elle est étudiée par le procureur et c'est le procureur, pardon, excusez-moi, c'est le juge aux affaires familiales qui va en fait statuer sur cette demande d'ordonnance de protection. Donc, pour la remplir correctement, c'est mieux aussi d'avoir un certificat médical ou une attestation d'un professionnel de santé. En fait, quand elle est correctement remplie avec des éléments, eh ben, on a plus de chances d'obtenir cette ordonnance de protection. Qu'est-ce qu'on peut obtenir par une ordonnance de protection? Eh ben, la jouissance du domicile et que monsieur soit interdit de contact avec madame, les enfants aussi. Et elle peut être délivrée pour 12 mois. Il faut juste que pendant cette durée de délivrance de l'ordonnance de protection, bah, madame acte la séparation, voilà, le divorce, enfin, des choses pour se séparer de monsieur. Voilà. Donc, c'est mieux d'aller voir une association d'aide aux victimes, type France Victimes, c'est clairement son travail, ou de se faire aider d'un avocat qui a l'habitude des divorces dans ce contexte.
Et puis, en fonction des faits, en fait, qui sont portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, elle peut être délivrée en 24 heures, très rapidement. Sinon, le délai habituel, c'est 6 jours entre on a déposé la demande d'ordonnance de protection et les effets qui vont être, quand c'est accepté, qui vont être signifiés à monsieur, peuvent démarrer au bout de 6 jours, après avoir demandé la protection. Voilà, ça c'est un premier dispositif. Diapositive suivante. Est-ce que vous pouvez changer la diapositive, s'il vous plaît? Oui, oui, bien essaye. Merci. Ah, ça change pas. Ah, voilà. Euh, voilà. L'autre moyen d'obtenir de la protection, bah, c'est en dénonçant les victimes, en dénonçant, pardon, les violences aux forces de l'ordre. Donc, je vous avais déjà parlé de passer éventuellement par l'intervenante sociale en gendarmerie et commissariat qui va bien expliquer la procédure, la durée du dépôt de plainte, parce que bah, ça peut prendre entre 3 et 4 heures, un dépôt de plainte pour violence à l'intérieur de la famille, violence de couple. Ça peut être via la plateforme d'accompagnement des victimes, ça je vous en ai déjà parlé. Sinon, il faut se présenter dans un commissariat ou une gendarmerie qui n'est pas obligatoirement celle de son domicile. Et normalement, aucun officier ne peut refuser un dépôt de plainte pour violence conjugale. Donc voilà, il faut savoir qu'il faut avoir du temps, hein. Si on se présente et qu'une heure après, il faut aller chercher ses enfants, par exemple, ça va pas être possible. Mais il y a une autre façon de dénoncer les violences sans passer par un commissariat ou une gendarmerie, c'est d'écrire directement au procureur de la République. On lui envoie un courrier et on lui décrit ce qu'on vit, voilà, en expliquant le mieux possible ce qui se passe. Voilà, si on a le courage et si on est suffisamment à l'aise pour écrire, voilà, pourquoi pas. Il faut savoir que nous, au CHU, mais j'ai l'impression que sur le département, c'est le seul établissement hospitalier où c'est possible. Eh bien, quand une victime se présente aux urgences, notamment, eh bien, on peut lui proposer de faire un dépôt de plainte simplifié dans le cadre des violences conjugales. Donc, son dépôt de plainte, il est pris manuscritement sur un formulaire et ensuite on l'envoie euh, eh bien, au procureur qui va bah, entamer une procédure judiciaire ou pas. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc souvent, madame, ensuite, elle est reconvoquée pour un dépôt de plainte, mais elle a un rendez-vous, hein. Donc ça peut être intéressant quand même de pas attendre dans ces lieux avant de déposer plainte. Diapositive suivante. Oui, un dernier dispositif, parce que peut-être vous le connaissez, Appel. C'est une application, euh, alors de protection plutôt de solidarité entre femmes victimes de violences et ben leur réseau de proches, quoi. Voilà, c'est gratuit, ça peut déjà donner le sentiment de se sentir un peu protégé quand on a besoin d'aide, on peut appeler à l'aide rapidement. Le téléphone s'allume et puis les contacts peuvent entendre ce qui se passe, par exemple. J'ai vu une petite question passer. Bah oui, oui, si on a le mail, on peut écrire par mail, il n'y a aucun problème, hein, au procureur. Oui, tout à fait. Diapositive suivante. Alors, tout ça, tout ce qui est connaître ses droits, se séparer, l'hébergement, l'aide financière, la protection, le dépôt de plainte. Toutes les informations sont sur le portail de ressources multilingues
pour toutes les victimes de violences conjugales en France et les professionnels qui les accompagnent. Si vous voulez aller chercher des infos, c'est sur Women for Women France. Et en fait, il y a 15 langues différentes. Donc ça, c'est pour, surtout aussi pour vos patientes allophones. Peut-être qu'elle a besoin de soins psychiques, cette femme victime de violences. Alors, même si c'est pas encore très facile hein, d'avoir accès à ces 12 séances remboursées par an, peut-être que quand même ça vaut le coup. Aux urgences se fait dans n'importe quel... Non, pas dans n'importe quel hôpital. C'est vraiment, il faut des conventions qui sont signées entre les autorités judiciaires, donc le tribunal judiciaire. Donc c'est pour ça que le tribunal judiciaire de Nantes est venu signer un protocole avec le CHU de Nantes pour que ce dépôt de plainte simplifié puisse se faire au CHU de Nantes. Mais en fait, le centre hospitalier de Saint-Nazaire n'a pas contractualisé ça, par exemple, avec le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Et puis pour les autres départements, comme je m'en occupe pas trop, mais franchement, je crois pas que c'est été fait. Mais pourtant, c'était une promesse du Grenelle hein, des violences de 2019. Donc voilà, ça arrive tardivement. Et puis c'est des volontés locales en fait. Hein. C'est très administratif ces protocoles. Donc moi, par exemple, j'ai pas du tout participé à cette contractualisation, si vous voulez. Bon. Euh, non, diapositive suivante, précédente parce que j'ai pas tout dit, je crois. Ouais, voilà. Donc, ça vaut quand même le coup de se mettre dans la file d'attente, hein, s'il y a quand même une ou un psychologue formé au psychotraumatisme des violences à l'intérieur de la famille et qui est dans le dispositif Mon soutien psy. Hein, c'est quand même toujours intéressant de se mettre dans la file d'attente. Il y a dans certains commissariat une psychologue. Donc, il faut penser à elle et lui adresser les victimes parce que c'est pas pour les victimes qui déposeraient plainte exclusivement, par exemple. Non, elle est là pour toutes les victimes. Et puis, une particularité pour les violences sexuelles, bon, l'inceste aussi, hein. Eva, c'est le nouveau nom de l'association qui s'appelait en fait avant SOS Inceste et Violences Sexuelles. Et en fait, jusqu'à 25 ans, les séances de travail psychologique, en fait, ah, excusez-moi, j'ai oublié le mot. Euh, vraiment de thérapeutique sont gratuites jusqu'à 25 ans. Après, il y a une petite participation. Voilà, faut y penser. Et puis après, bah, vous avez tous les CMP, tout ça, c'est sûr, mais en fait, c'est très difficile d'y accéder en tant que majeur pour ce motif, parce que eux, ils prennent vraiment des situations, surtout ils essayent de prendre les plus jeunes, en fait, c'est peut-être pas la peine de perdre du temps. Enfin, en tout cas, en Loire-Atlantique, on a arrêté d'en perdre en disant aux femmes d'aller dans les CMP parce que c'est pas le public qui reçoivent, en fait. Diapositive suivante. Et puis, n'oubliez pas, donc là, on a parlé des soins psychiques, mais il y a peut-être des besoins en santé sexuelle, en santé physique. Donc ça, vous pouvez orienter dans votre réseau. Faut penser au planning familial qui est quand même bien présent sur notre territoire. Au mouvement du nid pour tout ce qui est en lien avec la santé du système constitutionnel. Et oui, malheureusement, Eva, c'est Nantes et Saint-Nazaire. Hein, ils se déplacent, ils ont un bus aussi, ils sont dans le sud-Loire du département. J'avoue que nous, on a énormément de chance avec cette association, mais malheureusement, elle n'a pas fait de petit nulle part. Il y avait une mini antenne à Grenoble, mais je ne sais pas si vraiment elle est active. Donc, mais par contre, cette association, elle n'accueille pas que les victimes du 44. Hein. Il y a des victimes qui viennent dans l'association EVA qui font des kilomètres et des kilomètres. Il y a une antenne mobile d'écoute sur EVA qui fait autour. Oui, tout à fait. Tout à fait. Autour de Nantes, oui, tout à fait. Donc oui, oui, orienté. Hein, j'ai pas fini. Ouais, pardon. Orienté vers Eva. Si vous avez des victimes qui vous disent, ah, moi, ça me fait pas peur de faire 150 kilomètres pour mon accompagnement psychique. Bah, faut l'adresser, hein, il n'y a pas de souci. Hein. S'il y a une maison des femmes, alors, bon, la première maison des femmes de notre région, bah, c'est la Vendée. Voilà, c'est eux les premiers depuis le 19 janvier 2026. Donc, n'hésitez pas à orienter les femmes vers cette maison
qui a un accès sécurisé, qui a un parking, enfin voilà. Elle n'est pas ouverte tous les jours, mais on peut appeler, on peut avoir quelqu'un en ligne le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Diapositive suivante. Et puis, bah, cette femme, elle a besoin de continuer peut-être les soins qu'elle a entamés avec vous, de vous revoir. Elle va avoir besoin de soutien, de continuité, que vous lui rappeliez régulièrement qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle subit. Si vous devez faire des liens, c'est toujours avec son accord. Vous pouvez essayer, quand vous la revoyez, de parler de ses enfants, de voir comment ils vont. Et s'il y a un nouvel événement, quelque chose, refaire une attestation et un certificat, mais ça, ce sera l'objet des prochains webinaires. C'est dans une semaine et puis la semaine d'après. Je vous rappelle que pour les trois départements continentaux, 53, 72 et 49, c'est Léa Pavion qui est arrivée à l'unité médico-judiciaire la fin d'année dernière, qui remplace Alexandra Magne sur le poste et qui est là pour vous conseiller sur la prise en charge des femmes victimes de violences. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Lui a envoyé un mail, mais je ne sais pas s'il y a un mail là sur la... Je suis pas sûre, il y a surtout un numéro de téléphone. Voilà. Donc ça, c'est pour les trois départements continentaux. Diapositive suivante. Donc, la Maison des Femmes de La Roche-sur-Yon, avec son adresse, son numéro de téléphone. Et puis, vous pouvez bien sûr les appeler. C'est eux qui vous aideront aussi à l'orientation. Diapositive suivante. Et puis voilà, le numéro de téléphone pour me contacter et le mail de la boîte postale. Si vous avez besoin pour la prise en charge de vos patientes victimes, alors en dehors de l'urgence, hein, évidemment, n'hésitez pas. Les médecins légistes là de l'unité dans laquelle je travaille, ils sont aussi là pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, il faut pas hésiter. Et je pense que c'était la dernière diapositive, donc peut-être que si vous avez des questions, je vous écoute. Ouais, c'était la dernière diapo. Est-ce que ça vous a paru suffisamment clair pour vous repérer dans l'orientation d'une femme victime? Je vois les pouces qui volent. Chez une patiente qui m'a confié des violences conjugales. Alors, oh là là, ouais, j'ai pas réussi à voir la fin. Voilà. En écrivant, ok, ça j'avais répondu. Antenne, des violences conjugales et ces violences conjointes sur la bébé. Ah oui, 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 oui. Je me souviens de votre question. Non, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Et donc, vous avez été contacté par une psychologue pour avoir des infos. Et le commissariat pourrait auditionner suite à la plainte que la patiente avait déposée contre son mari. Alors, oui. Euh, en fait, donc du coup, vous vous êtes... Oui, ça, c'était la question à qui il y avait dans le mail. Moi, j'ai pas de retour d'expérience. Je suis désolée par rapport à ça, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner auprès du procureur, notamment pour savoir quand on fait ce genre d'écrit, à quoi on est soumis derrière, notamment quand on nous convoque pour avoir des infos et être auditionné. Donc ça, je vais me renseigner. Il y avait une autre question qui m'avait été posée par rapport à un cabinet d'infirmiers de nuit
Et ce cabinet d'infirmiers, alors moi, moi je connais pas du tout hein, les cabinets d'infirmiers ouverts la nuit. En fait, j'ai découvert, j'ai demandé à plusieurs de mes collègues qui me disaient ah bon, on savait pas que ça existait. Donc moi, ce que je voulais savoir, si c'était un cabinet qui était ouvert aussi la journée, mais qui faisait des permanences de nuit et qui avait besoin d'être identifié en fait pour peut-être être un lieu où est-ce qu'on vient se soigner ou est-ce qu'on vient prendre des infos. Enfin voilà, j'avais besoin de savoir un peu, de me renseigner un peu plus sur ce qu'était en fait le travail à l'intérieur de ce cabinet infirmier de nuit. Oui, alors une brochure avec la synthèse de tous ces numéros, association, oui, oui, ça existe. C'est tout ce dont enfin, il y a peut-être pas tout, hein, il y a peut-être pas tout, mais par département, souvent, on a par département, je ne sais pas si vous voyez ce que je vous montre, mais par département, souvent, on a un document qui est produit par la préfecture. Et dans chaque préfecture, il recense absolument tous les numéros dont je vous ai parlé là. Alors après, il y a des grands numéros nationaux qui sont pas forcément tous listés, mais en tout cas, ce qui concerne chaque département, c'est sur un document qui est accessible notamment, enfin normalement, via toutes les préfectures départementales. Est-il possible de faire un écrit anonyme à la CRIP en tant que professionnel de santé? Euh, alors, en fait, je pense que je ne vais pas répondre pour chaque CRIP parce que je peux pas. Donc, je pense qu'il faut appeler la CRIP avant de leur envoyer un écrit tel que ils répondent, hein. Ils répondent tout de suite. Pour les intervenants sociaux en commissariat, comment les contacter? Alors, en fait, par exemple, là, pour le 44, sur le petit dépliant que j'ai, eh bien, il y a 4 secteurs, plus le secteur de Saint-Nazaire. Donc, enfin, il y a 5 secteurs, en fait, sur le département. Et pour chaque secteur, il y a une intervenante sociale. Donc, on trouve le numéro de téléphone. Souvent, c'est des téléphones portables. Voilà. Et sinon, bah, vous appelez le commissariat ou la gendarmerie la plus proche de chez vous. Et le commissariat ou la gendarmerie la plus proche de chez vous va vous donner le numéro de téléphone de l'intervenante sociale en commissariat et gendarmerie. Excusez-moi, je lis en premier. Oh, ouais, pour le 44, expérience pro de collègue dont le nom a été transmis au père violent pendant l'enquête. Oui, c'est sûr que le mis en cause, en fait, donc le père violent, comme vous dites, sa défense a accès à toutes les pièces du dossier. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est compliqué. J'entends, hein, j'entends, mais ça fait partie des droits de la défense d'avoir accès à toutes les pièces et notamment les éléments avec bah, ce qui a été révélé par Madame, quoi, en fait. Si une patiente n'est pas prête à faire des démarches et qu'elle nous semble en danger, que fait-on? Oui. Alors, c'est compliqué cette histoire d'obligation de signaler les violences à une autorité. Dans les textes, c'est marqué possibilité. Mais après, on se heurte à l'autre problématique du non-assistance à personne en danger. Donc, voilà. Quand vous avez une situation comme ça et que vous ne savez pas, c'est là qu'il faut appeler donc l'unité médico-judiciaire à Angers si vous êtes dans l'hémi-région continentale ou ici à l'UMJ. Alors c'est moi quand je suis ici ou alors c'est un médecin légiste. Vous les appelez et là, eux, ils vont vous dire bah c'est quoi les faits, qu'est-ce qu'il en est, hop, vous signalez. Voilà. Je pense qu'il faut Je pense qu'il faut passer par nous, quoi, parce que voilà, on est payé par l'ARS pour ça, donc faut nous utiliser. C'est une mise en danger des pros et un frein à faire des IP, bah oui, je comprends. Mais en fait, quand je demande aux procureurs, parce qu'eux, ils sont au courant hein, de tout ce qui peut se passer et notamment des menaces qui peuvent être proférées à l'encontre des professionnels de santé, elle dit bien qu'il faut noter si monsieur a déjà dit qu'il allait se venger, par exemple, si madame en parlait ou des choses comme ça. C'est des choses qu'il faut noter. Et si vous, vous avez des inquiétudes par rapport à ça, c'est ce qu'il faut aussi noter dans les signalements que vous faites remonter. J'avais cru qu'ils avaient arrêté. Bah, alors la MSA peut aussi délivrer, oui.
Oui, c'est les deux, mais c'est les mêmes montants, hein. Euh, ah bah, je pense que oui, ils préviennent que l'aide va être euh, qu'on leur demandera de rembourser. Alors après, ça peut être quand il y a des procédures judiciaires, ça peut être à l'agresseur hein, de rembourser l'aide. Ça peut faire partie des choses que monsieur aura à payer après. Enfin, voilà. Ce que j'ai pas trop réussi à savoir, c'est dans quel délai hein, il fallait la rembourser cette aide d'urgence. Bon, voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à toutes vos questions? Si vous venez, enfin, je vous recommande hein, de venir. On va faire donc le prochain webinaire jeudi prochain. Madame la procureure du tribunal judiciaire de Nantes, responsable de violences intrafamiliales, va justement parler du signalement des femmes victimes de violences. Et ensuite, moi, je ferai une petite intervention sur l'attestation professionnelle. Si une patiente n'est pas prête à faire EKEN, oui. Alors, le secret médical est levé quand madame est en danger ou, enfin, nous semble en danger, voilà, de ce qu'elle nous rapporte. Voilà. Violence conjugale, danger. Alors, ils disent aussi qu'il faut qu'on ait des éléments d'emprise. Mais vous les trouverez toujours, ces éléments d'emprise, hein. Ils sont dans le vade-mecum. Vous avez une grille dans le vade-mecum de la loi du 30 juillet 2020. Et dans cette grille, vous avez les éléments de l'emprise. Donc voilà, à ce moment-là, effectivement, on lève le secret médical. Alors pour le webinaire de la semaine prochaine, oui, bah, je laisse mes collègues des URPS vous envoyer les invitations et et le jeudi d'après qui sera début avril. Donc là, il y aura une troisième vision qui sera donc la même intervention de la procureure et Monsieur Clément, le chef de la médecine légale ici, qui fera une intervention sur le certificat médical. Donc ça concerne le certificat médical, médecin, sage-femme et dentiste. Pour les autres professionnels, c'est une attestation professionnelle dont je vous parle jeudi de la semaine prochaine. Voilà. cas, merci à tous les professionnels de s'être connectés. Et puis, Ouais, on se retrouve soit, voilà, si vous êtes disponible la semaine prochaine ou la semaine encore d'après, voilà. sur la thématique. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt.